Merci. Bien, je pense qu'on a eu un panorama assez complet, somme toute assez cohérent, malgré la diversité d'origines et le peu de temps que nous avons eu pour préparer cette table ronde. Je voudrais d'abord savoir s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent intervenir ou poser des questions. Voilà, sinon je vais amorcer un peu, peut-être, comme le veut la coutume. Alors, ce qui n'a pas du tout été évoqué, c'est l'évolution institutionnelle. Il y a une loi qui est sortie en France qui s'appelle la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, et qui a mis en place des objets nouveaux. Alors je vais en citer trois. Les agences régionales de santé, avec la préoccupation de rapprocher la santé et le médico-social. Et je pense que quand Armand Achuel ou quand Mounir Mokhtari évoquait l'explosion des chemins traditionnels et rapprochements, l'ARS, ça peut apporter quelque chose. Alors, si l'un ou l'autre avait un regard sur cet aspect-là, ça serait intéressant. Il y a un autre élément que je rappelais qui est la création d'une délégation, la stratégie des systèmes d'information santé sociale, qui est auprès du secrétariat général des ministères des Affaires sociales, donc qui couvre les deux champs, et qui a la tutelle sur les ARS, donc ça c'est intéressant. Et puis un autre point, peut-être plus spécifique pour Mounir, c'est que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a mis en place des centres experts nationaux, dont un notamment sur la stimulation cognitive. Et je voulais savoir s'il y avait du côté de l'Institut Télécom des perspectives de coopération avec ce centre. Alors c'est une question un peu piège puisque le STIMCO existe depuis quelques semaines, mais tant pis, il va falloir imaginer les choses. Alors qui veut réagir à ces questions? C'est en premier. Alors, en ce qui concerne la stimulation cognitive, c'était dans le cadre d'un projet européen 2006-2009. C'était l'un des premiers projets sur l'aide technique aux déficients cognitifs. Et on s'était focalisé essentiellement sur l'utilisateur en termes d'aide technique et de services à l'utilisateur. On a fait deux découvertes assez intéressantes. C'est que un certain nombre de solutions qu'on développait, par exemple sur le mobile, intéressaient plus les aidants que les utilisateurs eux-mêmes. Ils mettaient leur portable, ils le perdaient, il faut le recharger. Donc, on a vu que les aidants avaient un rôle et qui étaient demandeurs d'un certain nombre de services. Et un autre aspect qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est l'impact sur les stimuli cognitifs avec des jeux cognitifs et d'interaction. Donc actuellement, il y a deux équipes. Donc nous, on commence un peu là-dessus, mais l'équipe qui est à Ulster, à Belfast, a eu un autre financement spécifiquement sur la rééducation cognitive. Et je te mettrai en relation avec ces gens-là. Mais il est vrai que c'est un domaine qui nous intéresse et qu'on souhaite développer dans l'avenir. Je ne peux pas répondre directement, mais je pense que le projet iCare que j'évoquais au Rhône-Alpes, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en contact avec eux, mais à mon avis, profitons-en, voilà. Et donc, avec lequel on a une thèse qui travaille avec eux. Peut-être que vous avez rencontré Marina Goguet, non, je ne sais pas. Voilà. Et la question, je ne veux pas répondre directement à la question, mais je me demande si le cluster iCare n'est pas à la fois sur l'Agence nationale d'innovation et sur l'Agence de santé, mais je préfère ne pas y répondre. Alors, sur ce que vous avez présenté, que je trouve tout à fait intéressant, les travaux qui ont été faits sur la malnutrition montrent à quel point, si on n'intègre pas la connaissance fine de ce qu'est le véritable usage, et qu'en général, il est toujours surprenant, toujours surprenant. Il faut voir que dans l'histoire de la malnutrition, on a commencé par tuer les enfants. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on avait des modèles de nutrition tels qu'on finalement, on a accéléré et qu'il a fallu un travail tout à fait intéressant de terrain. Donc, je vais tout à fait dans votre sens. Alors, vous avez parlé de IGER, mais bon, je connais un peu parce que je suis dans le bureau de IGER. Donc, c'est pas une agence gouvernementale ou territoriale, c'est un cluster économique au service créé par la région Rhône-Alpes, mais au service des entreprises. Donc, c'est vrai, bon, la partie maintien à domicile est un aspect important, mais ce n'est pas le seul aspect. Donc.
Sinon, sur l'aspect ARS, Agence nationale, régionale de santé, donc c'est vrai, pour le projet qu'on a avec le réseau Périnatan 92, ils suivent de près, donc ils sont intéressés parce qu'en 92, vous connaissez, donc il y a beaucoup de ressources qui sont autour des zones riches, donc Neuilly, donc, pour ne pas citer. Donc, et puis, alors que la population, depuis des années, ça a beaucoup changé. Donc, les besoins, dans d'autres zones, il y a beaucoup plus de besoins. Donc, la ressource est fortement déséquilibrée. Donc, nous, on travaille avec eux pour voir, en fonction de l'évolution de la population et puis en fonction des besoins, comment on peut envisager le rééquilibrage des ressources. Pour le cas, c'est plutôt la maternité, les ressources de maternité, donc ils suivent de près. Donc nous, nous on fournit des outils, parce que nous on n'est pas décideurs, c'est pas nous, mais on fournit des outils qui nous permettent de dire de manière rationnelle, en fonction des scénarios, quelles sont les différentes stratégies possibles et puis quelles sont les conséquences des stratégies. Voilà. Merci. Alors je vais faire un petit commentaire, c'est qu'effectivement, historiquement, les centres de décision dans le monde de la santé sont très décentralisés. En santé, ils sont pratiquement au niveau des hôpitaux, ce qui explique que les travaux de recherche essentiellement ont été adressés à ce niveau, ou dans le médico-social, au niveau des départements et voire des communes. Je pense qu'en termes d'évolution, de coopération entre la recherche et je dirais, les utilisateurs de ces travaux, il y a sans doute une réflexion pour monter au niveau ARS, voire même au niveau national. Et là, je pense qu'une des vocations du CGET est de contribuer à cette mise en relation à travers des travaux. Alors, je voulais revenir aussi sur la remarque de Armand Hatchwell et parler effectivement d'ICARE en Rhône-Alpes. Il faut savoir que derrière cette coopération, il y a l'ouverture de nouveaux processus d'innovation ouverte, mais qui vont dans leur ouverture jusqu'au patient utilisateur final et même son écosystème, c'est-à-dire les dents, les professionnels de santé, et qu'aborder la complexité de cet écosystème est en soi une question de recherche. D'où le fait qu'au CGET, on a monté, avec les gens d'ICARE d'ailleurs, mais avec quelques personnes de l'Institut, un travail sur l'application du concept de Living Lab au champ de la santé et de l'autonomie. Il y a un rapport qui est en ligne sur le site CGET, mais derrière ce rapport, il y a un travail qui se poursuit avec, dans l'idée, de sortir, c'est-à-dire des fondamentaux, des bonnes pratiques de mise en place de ce type de système. Évidemment, Gérald Contet d'ICARE fait partie, je veux dire, de la structure rapprochée de cette mise en place. Et je pense que c'est un sujet de coopération pluridisciplinaire sur lequel on aura l'occasion de faire des choses ensemble. Alors, il reste encore 5-10 minutes même pour des questions. Par conséquent, ça serait bien qu'à ce stade, il y ait des personnes dans la salle qui puissent nous interpeller. Oui. Oui, bonjour. J'ai une question peut-être surtout pour Monsieur Mokhtari sur la place des robots dans la gestion de la dépendance et des personnes âgées. Moi, je vais régulièrement au Japon et je suis toujours frappé quand on prend le train ou à la télé. Les robots sont omniprésents. Le Japon a quelques années d'avance sur nous sur le taux de personnes âgées et j'ai l'impression qu'il parie énormément sur le développement de robots dans la maison pour remplacer l'iPad, les capteurs, etc. Enfin, complémenter peut-être. Donc, je voulais savoir si dans vos recherches, ça prend une part importante, si aussi on mise dessus, ou alors si c'est considéré comme anecdotique. Je pense que c'est difficile de ne pas miser dessus quand on vit en Asie. Donc, étant à Singapour, donc je vois un peu ce qui se passe. Donc, il y a un autre laboratoire CNRS qui se rapproche de nous récemment. C'est le JFLI, qui est basé à Tokyo. Et il y a une demande au niveau du CNRS, justement, de développer cette activité robotique, ce qu'on appelle la robotique de service. Aussi bien aux personnes dépendantes, mais aussi pour aider quand il y a une catastrophe naturelle ou tremblement de terre, pour chercher des victimes et autres. Et il est vrai que, c'est-à-dire que moi je connais la robotique d'aide aux personnes handicapées, j'ai fait ma thèse là-dessus, et la robotique pour les personnes âgées, il y a eu quelques expérimentations au Japon, avec des résultats très très intéressants, une appropriation du robot sur l'aspect communicant et intelligent, interaction,
Et il est vrai qu'il y a des développements qui sont en cours, aussi, même en France, hein, il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Et c'est vrai que c'est un thème assez important. Je reprendrai juste une citation d'un collègue, un Coréen, qui me disait, au fait, la maison intelligente, c'est un large-scale robot. Donc, c'est un robot à grande échelle. Donc, voilà. Alors, je pourrais faire un petit complément. La question du robot aujourd'hui, la question principale, c'est la question d'identification de la valeur. Il y a un travail du sociologue Gérard Dubé, que je citais tout à l'heure, qui a vu par exemple que le robot à domicile, suivant qu'il était vu, cette valeur était vue par l'urgentiste ou qu'elle est vue par la personne à domicile, ben, le robot servait à déclencher des alarmes ou le robot servait vraiment à aider la personne. Donc la question de à quoi peut bien servir un robot derrière toute la technologie qui s'embarque, c'est un travail d'analyse de valeur très complexe parce que l'écosystème est complexe et que chacun attend un service différent du robot et qu'on a d'abord cette question-là à résoudre. Et à cet égard, les Living Labs sont d'ailleurs un outil particulièrement adapté. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai une question un peu générale pour Armand Hatchwell. Si je résume votre intervention, on n'aura pas de solution dans la continuité et dans les visions qu'on a, mais il faut faire différentes ruptures et à différents niveaux. Est-ce que vous pouvez compléter ou est-ce que vous complétez votre réflexion avec se mettons en situation pour proposer des situations de rupture dans le système en général de recherche, voilà, le contexte, me semble-t-il, pour aller jusqu'à des propositions de situations de rupture, il faut un écosystème culturel, de recherche, de financement qui permettent. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ? Une réflexion modeste et humble. Pour avoir travaillé, on parle bien du système de santé, hein. Pour le connaître depuis longtemps, je crois que il ne faut pas, il faut pas espérer le faire, le développer, je dirais, sans les acteurs professionnels tels qu'ils sont, mais il faut aussi accompagner leur transformation. Et je crois que, je vais prendre un exemple, hein. J'ai travaillé sur les urgences depuis très longtemps, et on n'a probablement pas fait la rupture à l'intérieur du dispositif professionnel qui était nécessaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous savez, on a une crise extrêmement grave du système des urgences. Donc, la réponse que je donnerais, c'est qu'il nous faut être capable, à côté du système tel qu'il est, de développer des expériences. Je vais tout à fait dans le sens du dernier exposé. C'est-à-dire il faut profiter d'institutions qui sont à côté du système de santé, développer des expériences, et ces expériences, progressivement, se rattacheront au système tel qu'il est. Mais de l'intérieur, il faut par contre beaucoup former. C'est-à-dire ce que nous avons dit aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un séminaire ou ce ne serait pas un ECTS dans une formation de médecin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il nous faut aussi travailler du côté amont, du côté de la formation. Et on a, de mon point de vue, trop négligé l'espace de la formation des acteurs de santé. Autant les écoles d'ingénieurs, si vous regardez sur 2 siècles, une école d'ingénieurs n'a pas cessé de changer l'identité de l'ingénieur, autant les formations classiques de professionnels de santé ont eu beaucoup de mal à faire ça. Donc je n'ai pas de baguette magique, mais il me semble qu'il faut à la fois innover à l'extérieur et au cœur du système. Vous voyez, donc c'est à l'intérieur, à l'extérieur, des expériences qui viennent de toute une série d'agences, mais au cœur, c'est-à-dire en formant. Et je pense que, si vous voulez, on a eu l'expérience qu'on a eue à l'EMAM, c'est-à-dire on a vu passer 900 cadres hospitaliers de l'hôpital public, a quand même pas mal aidé à, en partie, ce qui a réussi dans les mutations hospitalières. Voilà. Oui, je souscris complètement à ce qui a été dit. Il faut savoir qu'une des raisons, sans doute, c'est que la formation médicale est largement une formation par compagnonnage. C'est-à-dire que c'est l'accompagnement des jeunes par les anciens qui crée les pratiques. Or, justement, les anciens sont en rupture de modèle. Plutôt, ils n'ont pas les éléments pour construire effectivement le modèle nouveau, d'où l'importance, en effet, de l'aspect formation initiale et continue, d'ailleurs, hein, les deux.
Alors l'autre élément que je voulais dire, c'est qu'il y a un élément qui peut favoriser la rupture, c'est la présence du patient et l'importance qu'il prend, y compris au plan institutionnel, hein, depuis la loi de 2002 notamment, avec la reconnaissance du droit du patient, et la loi de 2005 hein, sur la reconnaissance de la personne handicapée. C'est-à-dire que ces personnes-là ont, je dirais, une représentation institutionnelle qui leur permet d'avancer. Dans la notion de Living Lab que j'évoquais tout à l'heure, il s'agit de mettre autour de la table, sous la forme d'innovation ouverte, ces patients avec cette volonté d'être représentés et de s'exprimer, mais c'est de mettre aussi autour de la table les industriels, hein, ceux qui vont fournir les produits et services, et aussi les financeurs, parce que les financeurs aussi ont besoin de faire leur évolution et de comprendre, je dirais, la valeur qui va être mise, je dirais, sur le marché, qui devient un vrai marché progressivement avec une dimension consumériste. Tu me fais penser à quelque chose que je voulais dire, c'est que je pense que ce matin, dans beaucoup des projets, on a vu apparaître des PME. Et vous avez vu que l'écosystème est assez complexe. Donc, comme on parle beaucoup des PME, je pense qu'elles vont jouer un rôle, mais à condition que la survie dans l'écosystème se fasse bien. Et les réponses traditionnelles semblent un peu en limite. C'est-à-dire les développements autour de Twente, tout ça, des biotechnologies, montrent qu'il y a une limite, qu'on a besoin aussi de travailler sur des réseaux de PME qui sont sur ces questions difficiles. Hein. Mettre au point un biosensor, être capable de l'insérer dans un protocole thérapeutique, être capable de lui donner de la valeur, être capable de l'insérer dans l'espace hospitalier ou hors hospitalier, peut-être. Il faut les aider à faire ça. Un petit complément, j'évoquais l'étude Bien Vivre qui va être publiée dans les prochains jours. Savez-vous qu'il y a 17 000 applications téléchargeables supportables et qui relèvent de la santé ? Et savez-vous que 80% d'entre elles sont payantes ? Par conséquent, vous avez des PME qui se développent dans un marché consumériste de la santé et qui peuvent, et c'est ce qu'on voit, hein, l'application, les apps qui sont téléchargées, au début, elles sont pour s'amuser, et puis progressivement, elles sortent du gadget pour se médicaliser. Donc c'est une voie d'accès au marché de la santé tout à fait nouvelle, tout à fait intéressante pour les PME. Ce n'est pas la seule réponse, mais c'est une réponse à étudier. Enfin, bon, je vous invite à lire notre rapport. On a le temps peut-être pour une toute dernière question, hein, Christian. Alors, j'ose à peine poser la question, peut-être iconoclaste, on a beaucoup parlé de projets, d'expérimentation, de Living Labs, le déploiement dans tout ça. Alors, je pense que la première expérience de déploiement, enfin, celle dont on peut parler concrètement, c'est celle que Mounir a évoquée. Tout à fait. Un déploiement durable, avec un modèle économique qui va bien, quoi. Oui. Donc, il y a... Voilà. Ce que veut dire Christian, il y a deux aspects. Il y a les aspects déploiement sous l'angle expérimental, mais il y a aussi le modèle économique derrière. Donc, on a commencé à regarder un peu ça, et puis on a remarqué que les seules solutions techniques ou technologiques prises en charge, actuellement, c'est le Conseil général, hein, ce n'est pas les ARS qui s'occupent de ça, c'est la téléassistance. Téléassistance passive, aujourd'hui, téléassistance active, 150 € à peu près. Dès qu'on sort un peu de cet aspect sécurité, on a beaucoup de mal à faire valoir le fait de financer une aide technique, même si elle rend service. Donc il est vrai qu'il y a un modèle économique. Donc le modèle économique jusqu'à présent utilisé par les entreprises, c'est de développer un système. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un téléphone mobile standard, vous l'avez à quelques centaines d'euros. Un téléphone mobile adapté pour une personne handicapée, c'est 3 000 €, exactement le même. Il y a juste l'interface qui change. Et toutes les applications disparaissent, il n'y a qu'une seule application qui vous permet d'allumer et éteindre une lumière. Donc actuellement, notre approche, ce n'est pas l'approche de concevoir un système et de le vendre. Je pense que ce n'est pas le bon modèle économique parce que les utilisateurs ne peuvent pas financer, ce n'est pas pris en charge. Mais on est plus sur comment dupliquer le modèle téléassistance pris en charge par le Conseil général et éventuellement les ARS, donc on se rapproche des ARS, pour financer des solutions à l'aidant, mais aussi à l'aider. On n'a pas le modèle économique aujourd'hui. Hein, Moi, je voudrais apporter des éléments là-dessus. Alors, je signale, c'est cité dans notre rapport Bien Vivre, une étude européenne qui s'appelle SIMPHS2. Excusez-moi, je ne suis pas capable de donner le titre. Et qui a commencé, je dirais, à jeter les bases d'études statistiques sur des internautes, pour le coup, hein, qui sont utilisateurs de différents types de services
relatifs à la santé, services d'information, forums, dispositifs à domicile, et qui commencent à caractériser ce futur marché. Alors, cette étude est basée sur des questionnaires qui sont accessibles en ligne et qui peuvent jeter les bases d'un marketing de ce type de service. Alors ça, je crois que c'est très intéressant. D'autre part, on a fait au CGET un travail sur la modélisation, la représentation du secteur médico-social pour la construction de modèles d'affaires. C'est un rapport qui est en ligne, qui est téléchargé, et sur lequel on a mis en évidence, et ça rejoint l'étude européenne d'ailleurs, sur le fait probablement la viabilité des services de santé futurs, ce sont des bouquets de services. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à une rentabilité par la télémédecine de la pathologie X, Y ou Z. C'est vraiment en intégrant des services d'assistance, des services de jeu, des services de participation, dont certains composants seront payés par la famille parce qu'elle en aura envie, ou par le patient, dont d'autres seront payés par les départements parce que ça va maintenir les populations dans les habitats, et puis d'autres, mais une partie seulement, à la limite peut-être à la marge, seront payés par l'assurance maladie. C'est ce type de modèle qui a des chances de trouver une viabilité économique, et pas des modèles hyper segmentés, comme ils le sont aujourd'hui, dus à la segmentation du système de santé et à la segmentation des connaissances médicales. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. On pourrait encore, je pense, discuter pendant des heures. Nous avons suffisamment travaillé. Il est temps d'aller se restaurer. Donc, un buffet vous attend au milieu des posters. Donc, rendez-vous tous pour les sessions de cet après-midi à 14h30, ici, dans ce même amphithéâtre. Voilà, bon appétit. À tout à l'heure.